Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond de Hoops. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Cleveland Cavaliers. On va revenir sur leur saison pour mieux parler de leur futur. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Bref, n'hésitez pas à interagir avec nous. Et ceci étant dit, bienvenue sur ce nouvel épisode de Beyond de Hoops. Joker's got eyes in the back of his head. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Ok, donc ils avaient remplacé Bickerstaff par Kenny Atkinson et soudainement les Cleveland Cavaliers étaient devenus une machine de guerre à l'Est. Première offensive rating à l'issue de la saison régulière, huitième defensive rating et troisième net rating de la ligue. En somme, ils avaient une belle gueule de prétendants au titre. Malheureusement, une fois n'est pas coutume, les Cleveland Cavaliers sont passés à côté de leurs playoffs. Et pour vous en parler, je suis avec Paul. Comment tu vas, Paul? Écoute, ça va, hein. 2, 3 mois après la terrible élimination, ça peut que aller mieux. Mais je suis content qu'on parle des Cavs à froid. Parce que si on l'avait fait à chaud, je pense qu'il y aurait eu le GIGN qui aurait débarqué chez moi, je pense. Vu la déception après le Game 2 et après la série où tu perds en 5 contre une équipe qui avait gagné 14 matchs de moins que toi, c'est très compliqué. Ok, donc c'est bon, donc plus envie de faire sauter la franchise. Pardon, je t'ai pas entendu. Plus envie de faire sauter la franchise, c'est bon. Non, plus j'ai quand même envie d'être optimiste pour la suite, mais bon, ça fait quand même 2-3 saisons où c'est tout le temps décevant en play-off, quoi. Ouais, moi je t'avoue que je suis curieux de faire l'épisode parce que j'ai suivi votre histoire d'un peu loin pendant la saison régulière et à chaque fois que je vous voyais, je me disais clairement, ça a vraiment une gueule de prétendant au titre et je pensais vraiment que ça allait pour le coup rouler au moins jusqu'à la finale de conférence. Et c'est vrai que la sortie face aux Pacers, c'était, je trouve, assez inattendu. Toi, est-ce qu'a priori, déjà, tu te dis, en vrai, est-ce que les Pacers, on les quand même sous-évalués et du coup, ça change ta vision ou tu es toujours quand même assez énervé, quoi? Bah, moi, j'y croyais beaucoup, surtout que les Pacers, c'était pas une équipe, je trouvais, sur les 2 dernières saisons, même l'année dernière où on avait des soucis, on n'avait pas énormément galéré face aux Pacers, quoi. Mais juste enfin, moi, je m'en souviens dans la preview de la série qu'on avait faite avec Benj, on avait dit: «C'est un peu la série où on va voir ce que, valent vraiment les Pacers et les Cavs». C'est-à-dire soit c'est les Cavs qui remportent la série facilement et donc on se dit: «Bon, bah, les Pacers sont pas si bons que ça». Et c'est les Cavs, en fait, qui sont très bons. Soit c'est les Pacers qui gagnent. À ce moment-là, bah, on avait tous sous-coté, les Pacers et on avait un peu surcoté les Cavs et malheureusement, bah, pour les fans des Cavs, c'est la 2e option qui l'a emporté, quoi. Ok. Et du coup, toi, à l'issue des playoffs, tu n'as pas l'impression de te dire, ok, en fait, avec le même effectif, finalement, l'Est est assez ouvert et sans ajustement, ça peut le faire. Ou tu es vraiment dans une démarche où tu te dis, bon, bah, il y a des choses à changer parce que sinon, on risque de refaire les mêmes choses tous les ans, quoi. Bah, vu la tête de la conférence Est, je me dis même si on revient à peu près avec le même effectif, bon on a fait 2-3 moves mais globalement le corps il reste le même. C'est qui le plus gros prétendant? C'est les Knicks. Ils ont aussi des limites, hein, que ce soit en attaque ou en défense, ils ont changé de coach. Donc je me dis: «Oui, tu peux toujours sortir de l'Est», vu qu'il y a plus les Celtics et plus les Pacers, au moins sur l'année prochaine, parce que j'ai du mal à croire que Tatum et Haliburton y reviennent pour jouer, l'année prochaine. Je oui, j'ai même envie de dire que c'est pas normal, même avec le même effectif, si tu fais pas les finales NBA, parce que tu es quand même je pense que tu es quand même plus talentueux, plus deep sur le papier que les Knicks. Mais bah, les playoffs, on va le voir, aujourd'hui que c'est pas juste avoir du talent et accumuler, les bons joueurs de basket, quoi. Ouais, clairement. Du coup, avant de rentrer dans les playoffs et du coup de se projeter un petit peu sur cette intersaison, on a fait un podcast en début d'année, je pense vers novembre-décembre, sur ce qui avait été modifié dans l'attaque notamment des Cavs et globalement dans les Cavs version Kenny Atkinson. Mais pour ceux qui l'auraient pas écouté, est-ce que tu peux nous faire un résumé justement de ce qui a changé? Parce que, donc pour rappel, les Cavs hein, ont licencié JB Bickerstaff l'été dernier. Et puis, bah, ils sont allés chercher Kenny Atkinson qui a fini coach de l'année, il me semble. Et il y a eu quand même des gros changements, notamment offensifs. Vous êtes passé de la 16e attaque à la première attaque NBA sur la saison régulière. Du coup, pour toi, c'était quoi les gros apports de Kenny Atkinson dans cette équipe des Cavs? Bah, en fait, ce qu'il nous fallait, c'était un coach qui ramène, une identité.
Alors c'est vrai qu'avec Bickerstaff, il y avait une vraie identité défensive, mais il y avait trop peu de choses en fait en attaque et donc là, tu prends un coach qui te ramène une vraie identité offensive et ça a super bien marché parce que tu es meilleure attaque de la régulière, en plus en étant je crois 7 points au-dessus de la moyenne donc c'était, enfin c'est très rare quoi Mmh. d'avoir une telle attaque, sur la régulière et bah, en fait, tu as un jeu collectif. Alors on avait quand même déjà vu avec Bickerstaff des briques de ce que pouvaient donner les Cavs quand le ballon bouge, quand les intérieurs sont bien utilisés. Mais globalement, c'est ça, c'est on a eu un jeu collectif très léché avec des mecs qui se font des passes, avec des super connecteurs, sur les role players, avec aussi des mecs qui step up comme Garland, parce que c'est l'année dernière, il avait une saison très frustrante avec des blessures et des problèmes perso. On a évidemment Mobley qui a step up et qui est devenu, All-NBA Team en progressant sur tous les aspects du jeu, mais surtout en attaque, en étant beaucoup plus, féroce quand il a la balle en main et beaucoup plus à l'aise balle en main, avec des gros progrès au shoot aussi. Il a augmenté son volume à 3 points. Donc, tu fais une saison ultra satisfaisante où tu gagnes 64 matchs. Tu as le Depoy avec, Evan, tu as 2 joueurs qui sont All-NBA Second Team avec Mitchell et Evan et tu as même 3 All-Star avec Garland qui a été, All-Star. Et le coach de l'année, donc saison ultra satisfaisante. Après bon, on a quand même compris qu'il fallait un peu se méfier parce que c'est la conférence Est et si tu alignes 2-3 joueurs avec du talent dans la conférence Est, j'ai l'impression que tu gagnes, 50 matchs faciles. Mais voilà, tu arrives en pleine bourre, en play-off. Alors il y a eu quand même des moments un peu, frustrants tout au long de la saison parce que, juste avant la deadline, on savait quand même qu'il manquait un peu de 3&D level play-off sur les ailes, donc tu sacrifies Georges Niang qui était un peu frustrant en défense et Caris LeVert pour aller prendre DeAndre Hunter, sans sacrifier énormément d'assets en plus, juste des seconds tours, je crois et donc du coup, tu as un bel effectif à 9-10 joueurs pour aller, sur les playoffs. Ouais, clairement, moi je trouvais que vous étiez assez complet. Il y avait quand même une impression sur l'ensemble de la saison qu'il y avait, enfin en tout cas il y avait une vraie conduite vers l'ascendant. Juste peut-être sur la fin de saison, l'adresse qui était vraiment presque scandaleuse sur l'ensemble de la saison, elle est un peu tombée, notamment l'adresse à 3 points. Juste pour classifier, hein, vous étiez donc, il me semble, c'est quatrième au volume de tir à 3 points et premier assez nettement à l'adresse. Et les équipes qui sont notamment sur des volumes comme les vôtres étaient plutôt à 2% de moins d'efficacité au tir. C'était, je trouve, une grosse composante quand même de la saison. Mais comme tu dis, en plus c'était une composante avec enfin, un manque de friendly dans l'équipe. Toi, du coup, tu te projetais comment par rapport au playoff? T'avais l'impression qu'il y avait une surchauffe ou t'avais l'impression que c'était le niveau de l'équipe à la base? Ouais, je pense que tout le monde qui a regardé les Cavs avait quand même compris que, il y avait une surchauffe. Maintenant, le truc, c'est qu'avec notre jeu collectif, ultra léché, avec des mecs qui sont plus responsabilisés, tu pas un joueur qui prend, tout le volume et qui monopolise le ballon. On était quand même peut-être la seule équipe, enfin, en tout cas, une des rares équipes en NBA qui pouvait se dire: «Bah, en fait, si on continue à jouer notre jeu, même si on met pas dedans à 3 points, on a quand même une attaque qui est suffisamment rentable». Parce qu'on a des mecs qui se passent la balle, on a des intérieurs qui peuvent finir au cercle, on a des bons drivers avec Donovan Mitchell, et tout et au final, on a été sauvés un peu par, ce jeu-là sur la fin de saison parce que, ouais, il y a des mecs qui ont, plus du tout mis, dedans à 3 points et tu as une adresse qui est retombée, mais finalement qui sur l'intégralité de la saison était quand même assez satisfaisante parce que, ouais, tu as été en surchauffe sur 30-40 premiers matchs, quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord qu'effectivement, ce jeu de passe, c'était vraiment un truc qui m'a marqué, moi, avec les Cavs cette saison. Pour enfin, contextualiser, là aussi, hein, vous êtes premier à l'efficacité sur le jeu de coupe. Alors, le jeu de coupe, c'est on va dire le mode de jeu le plus rentable en NBA. C'est pas celui, effectivement, qui génère le plus de volume, mais je trouve qu'il est représentatif un peu de l'intention collective d'une équipe. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les équipes qui sont très actives sur le jeu de coupe et qui ont des joueurs qui savent justement récompenser les joueurs qui sont actifs dessus sont généralement des excellentes attaques et des équipes, je trouve, qui même quand elles ont un manque de talent, par exemple, c'était un peu le cas des Warriors, arrivent à compenser justement par ce travail collectif et vous étiez clairement dedans. Et c'était cool parce que c'était fait en même temps que tu récupérais un Garland qui était revenu, je pense, au niveau qui était vraiment le sien. Et ce, alors que de base, c'est un gros ball handler. Donc je trouve que vraiment, la saison offensivement, elle était très impressionnante et tu l'avais fait en te stabilisant défensivement. T'as pas fait clairement la meilleure saison défensive que cette équipe des Caps a pu faire sur ce run là depuis 3 4 ans. Mais ouais, ça te donnait un net rating où tu disais, t'es dans une case d'équipe qui normalement est clairement un prétendant au titre. Et j'avoue que moi, je vous voyais vraiment comme
quasiment assuré d'aller en finale de conf, quoi. Ouais, mais alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours été, satisfaisant en défense, mais après on avait un tel plancher en attaque qu'en fait, il y a des matchs, tu sens que, on traîne un peu, juste après le retour de la mi-temps, parce que tu sais que ton talent offensif, il va survivre et puis tu avais quand même, Evan et Jarrett Allen qui, même si des fois, les efforts de Garland et Mitchell, ils sont frustrants, tu as toujours un peu tes 2 gardiens de la raquette qui font le taf pour empêcher l'équipe adverse de vraiment, avoir une attaque rentable et pouvoir rester réellement dans le match. Donc ouais, le plancher offensif fait que, on n'avait pas une défense si bonne que ça, mais je crois qu'elle est quand même top 10 jusqu'à la fin de la régulière Mmh. et on s'est amélioré avec DeAndre Hunter qui a fait du bien quand même en défense sur les ailes au cours de la saison et ouais, tes meilleures attaques et top 10 défense, donc tu arrives en playoff, avec, ta meilleure régulière depuis, enfin je pense même que, c'est sans doute ta meilleure régulière depuis la fin du premier passage de LeBron, parce qu'en fait, on n'a pas été autant dominant, même avec le deuxième passage de LeBron, Kyrie, Kevin Love, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et autant, je trouve que 2022-2023, vous étiez arrivé aussi avec un statut vraiment de belle équipe en playoff, mais il n'y avait pas cette assise offensive qui te fait penser que tu as l'équilibre des deux côtés du terrain. À l'époque, vous étiez plutôt une attaque mid au niveau NBA, et du coup, bah, à l'époque, c'était déjà une surprise de vous ressortir, mais là, il n'y avait pas ce statut encore comme cette année où tu te dis, enfin, cette année, on avait quand même trois équipes au-dessus des 60 victoires. Et je trouve que le Thunder et les Celtics avaient vraiment tous les trois des têtes d'équipe très dominantes, quoi. Et vous y compris. Et tu parlais de DeAndre Hunter. Donc pour toi, ouais, l'apport de DeAndre Hunter, c'était vraiment un difference maker par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, parce qu'au Hawks, on va dire qu'il enchaînait le bon et les grosses absences et les retours moyens. Toi, c'était au niveau que tu espérais? Ouais, franchement, il a fait une très bonne fin de saison régulière, mais c'est plus par rapport à son profil où tu savais que c'était le profil, pas parfait parce qu'il est pas parfait comme joueur, mais c'était le profil qu'il nous fallait. Un 3 plutôt grand qui est capable de switch, de défendre, sur des alors pas forcément les meneurs les plus dragsters, mais au moins sur des postes 2-3, et sur des postes 4. Et en plus, Kobe Altman, il avait dit en interview, ce qui était intéressant avec son shoot, c'est qu'en fait, il a un release qui est très haut. Qu'en fait, sa forme de shoot, finalement, il shoot de très haut, donc c'est très difficile à contrer, en fait. Et dans un contexte de playoff, évidemment, c'est toujours intéressant. Parce qu'on a vu des mecs avoir un release assez bas et du coup, c'est un peu problématique quand tu te retrouves face aux meilleurs défenseurs, dans des hautes sphères de playoff. Donc j'ai bien aimé son impact. Bah, mais le truc, c'est qu'on avait Georges Niang juste avant, sur son poste, donc du coup, tu sentais l'énorme différence par rapport à Georges Niang qui était trop utilisé par Kenny Atkinson et donc et là, il pouvait que utiliser DeAndre Hunter sur des fins de match quand il fallait défendre sur des ailiers, donc ouais, ça a été un vrai difference maker, même s'il y avait déjà un collectif bien huilé qui faisait le taf avant, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, bon voilà, on va dire que tu as cette équipe qui vraiment se transforme offensivement sous Kenny Atkinson. Toi, je sais que tu étais déjà un peu critique vis-à-vis de Kenny Atkinson, même avant les playoffs. C'était quoi justement qui te gênait dans son style? En fait, moi, ce qui me saoulait un peu, c'est qu'il y a des matchs où enfin, juste avant le trade de DeAndre Hunter, par exemple, il y a des matchs où tu savais qu'il fallait pas que Georges Niang soit dans la rotation, que c'était trop compliqué défensivement, qu'il se faisait tout le temps cibler, en sachant qu'on avait quand même des solutions derrière avec du Jalen Tyson qui était rookie, mais qui est un rookie expérimenté. Il a fait quand même 3-4 saisons, je sais plus, en NCAA et donc il avait montré des belles choses en défense, Tyson. Alors tu savais qu'offensivement, il allait jamais avoir l'impact de Niang en année 1, mais au moins il avait montré des belles choses et ça me saoulait un peu qu'on continue à responsabiliser Georges Niang et surtout ce qui me saoulait un peu aussi avec ses rotations, c'est que c'était très, tout pour l'attaque. Tu avais pas beaucoup d'équilibre par moment dans tes rotations. Après il était aussi limité par, son effectif où il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont tout pour l'attaque, notamment du poste 1 au poste 3-4, mais il manquait un peu d'équilibre par moment en responsabilisant plus, d'autres gars, tu vois? Comme Okoro ou des Dean Wade ou des choses comme ça et finalement, ça s'est un peu vu aussi en playoff, contre les Pacers. Mais voilà, c'était les 2 trucs frustrants, c'était la surutilisation de Georges Niang, avant son départ et des rotations qui sont trop, tout pour l'attaque, quoi. Ok, très clair. Et du coup, donc vous arrivez en playoff, premier de la conférence Est, vous tombez contre le Miami Heat, donc en plus contre le Miami Heat version post-départ de Jimmy Butler, donc clairement avec une équipe sans véritable star.
qui se base du coup sur une attaque Tyler Hero, Bam Adebayo. Bon, c'est un premier tour. Toi, t'en retiré quelque chose de ce premier tour ou pas? Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était complètement à sens unique et que le Heat avait plus trop sa place en playoff de toute façon. Bah, en fait, les 2 premiers matchs, tu galères un peu parce que sans doute c'est un premier tour, donc il faut que tu te mettes dans l'ambiance playoff et tout et tu un peu sauvé par Donovan Mitchell et Ty Jerome, sur les 2 premiers matchs en fin de match, où je sais plus c'est lequel qui est on fire sur le game 1 ou le game 2, enfin, il y en a un, les 2 sont on fire sur les 2 premiers matchs, sur la fin de match qui te sauve un peu et donc tu mènes 2-0 et c'est vrai qu'ensuite il y a 2 matchs à Miami où c'est des énormes blowouts où il y a rien à dire, le hit est catastrophique. Les Cavs continuent à jouer leur jeu, ultra, kiffant à regarder en attaque et au final tu fais je crois même un +50 au game 4. Donc tu arrives ultra confiant contre les Pacers, tu les as sweepés, le Heat mais du coup vu que le Heat était tellement faible, il y avait pas de grandes conclusions à faire, quoi. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue aussi et c'est vrai qu'en plus, ça a eu tendance un peu à tronquer, on va dire, globalement toutes les stats qui sont sorties de cette post-saison parce que les 2 matchs sont de tels blowout que du coup, les Cavs paraissent très, très bien et tu te demandes comment ils ont pu se faire éliminer. Et du coup, tu contre les Pacers donc tu l'as dit, enfin, c'est une émotion non seulement elle est un peu cinglante parce que le score est clairement édifiant. Mais dans la forme, il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont pas allées et qui, effectivement, si tu es fan des Cavs, ont pu clairement te déplaire. Toi, quand même, là-dedans, est-ce que tu peux dire un mot sur les blessures, notamment, parce que ça a quand même été, je trouve, important dans la série. Je sais pas si toi, tu penses derrière que ça aurait pas suffi quand même ou que ça a vraiment joué un gros rôle. Bah, jusqu'au game 4, contre le Heat, tu que, Garland. Donc ouais, tu Garland qui se blesse, enfin qui était déjà blessé sur la fin de la régulière avec un problème, à l'orteil et ça se voyait un peu dans le jeu des Cavs. C'est-à-dire qu'il était moins confiant, il était moins, percutant. Son adresse sur short mid où il était vraiment on fire sur la première partie de saison, elle avait quand même bien baissé sur la deuxième partie de saison et notamment sur la fin de saison. Donc, tu Garland qui joue pas il joue quand même les 2 premiers matchs, mais il joue pas les 2 derniers matchs contre le Heat. Mais bon, le Heat on était tellement supérieur au Heat que même sans Garland, on n'a pas vu, de problème et il y a même des gens qui s'étaient dit que, bah, peut-être que les Cavs, en fait, ils sont meilleurs que Darius Garland, jusqu'à qu'on arrive au game 1 contre les Pacers. Mais oui, il y avait tu pouvais comprendre aussi ces gens-là où tu dis: «Bah, peut-être qu'avec Garland, peut-être que tu as un niveau offensif quand même suffisamment élevé et tu as pas de problème défensif avec Garland». Sauf qu'on a vu que, bah, si, contre les Pacers, quand ton 2 ou troisième meilleur joueur, il est pas à 100, ça fait quand même un gros problème, quoi. Ouais, clairement et d'autant que les Pacers, je trouve, ont montré sur la post-saison que, bah, offensivement, ils étaient très forts et ça, on s'y attendait, mais qu'en plus, c'est devenu, je trouve, pendant la post-saison ou un peu avant, une défense plutôt solide. Et moi, la sensation que j'ai eue du coup, sur cette série de playoffs et ce que j'ai pu en voir, c'était le côté où tu as d'un côté un Donovan Mitchell qui est quand même hyper isolé offensivement et où, du coup, autour, tu peines à trouver d'autres options. Ce qui était quand même clairement pas ce que tu attendais de la part des Cavs à l'issue de la saison régulière, quoi. Ouais et puis, enfin, si on refait un peu le film de la série contre les Pacers, donc tu as un premier match où, tu te fais un peu surprendre par les Pacers avec Garland absent et c'est déjà le premier match où on voit vraiment le problème des Cavs sans Garland. C'est-à-dire que même si, OK, Kenny Atkinson, c'est lui qui a, redonné une nouvelle identité aux Cavs, tu avais vraiment l'impression et tu t'es dit donc oui, c'est sans doute Garland le métronome offensif de cette équipe et cette équipe en attaque, c'est pas la même. Même si, alors Donovan, il avait un peu, croqué, au game 1, mais tu sentais qu'il manquait vraiment de Darius Garland. Alors même que Ty Jerome, il fait pas encore, une série horrible, il fait plutôt un bon game 1, mais tu sentais quand même l'absence de Darius Garland sur la plupart des possessions parce que, bah, Ty Jerome, il est quand même beaucoup orienté scoring, c'est pas un mec qui joue ultra collectif et pareil pour Donovan Mitchell. Même si c'est un passeur qui a énormément progressé au fur et à mesure des années, c'est pas des purs meneurs comme Darius Garland qui sont, sans doute d'abord là pour faire briller, leurs coéquipiers et donc tu perds le match et ensuite, tu as le game 2 où là, bah, tu as 3 blessés parce que, Darius Garland, il est toujours out et tu as Evan Mobley et DeAndre Hunter qui sont pas là. Tu mènes pendant tout le match. Là, tu as Donovan Mitchell qui, lui, pour le coup, est incroyable. Il met 48 points, mais tu te choques complet à la fin et tu te prends un game winner, de Tyrese Haliburton. Bon, après, Tyrese Haliburton, il a mis des game winners contre toutes les équipes. Mais voilà, tu fais une fin de match horrible où tu sens que, bah, mentalement, c'est pas plus du tout la même équipe qu'on avait vu, sur la régulière. Tu Jérôme, il nous fait un magnifique 1 sur 14 et tu es mené 2-0 et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis: «Mais
est-ce que vraiment tu es capable de revenir? Enfin, moi, j'y ai cru parce que j'ai eu la news donc juste avant le game 3 où tu as, tout le monde qui revient, donc tu dis: «Ah bah, on est enfin au complet». Mais, il y a un truc mental qui s'est passé quand même à ce game 2 quoi. Je sais pas si toi tu avais le même sentiment, mais, il y avait un peu ce côté Bah, mentalement, tu as déjà montré des limites quoi. déjà, oui, tu as montré les limites sur le game 2 et puis tu as aussi cette difficulté de te dire qu'à partir de maintenant, même si tu prends le game 3, ouais, tu es quand même dans une position où tu as perdu l'avantage du terrain, tu as laissé filer 2 matchs de retard. C'est vachement compliqué d'aller chercher une série dans ces conditions-là, parce que tu te doutes que, sur les 2 à l'extérieur, ça va être dur d'aller prendre les 2 et bon, bah, globalement, ce qui s'est passé, je me trompe pas, hein, c'est que vous prenez le 3 et après vous craquez complètement, quoi. Ouais voilà, donc on prend le 3 donc même là tu pourrais te dire, bah, ouais, finalement on va remonter parce qu'au complet, même si les mecs ils sont pas à 100 on est quand même au-dessus et on fait une première mi-temps au game 4 qui est mais catastrophique, où tu te prends un Ouais. +41 à la mi-temps et c'est un massacre. Enfin, même moi qui est supporter des Cavs, j'étais en train de me marrer en regardant le match. Je me suis dit: «Mais comment c'est possible, quoi?» Et ensuite tu craques au game 5 où, même si tu restes un peu dans le match, tu perds totalement ton identité et c'est un peu le problème aussi de ces Cavs, c'est qu'en fait, ils se sont un peu reniés sur leur identité. Alors, il y avait tu des excuses un peu sur le papier parce que voilà, tu avais des mecs qui étaient blessés, tu avais Darius Garland qui jouait, mais en fait, qui jouait pas vraiment parce qu'il était pas dedans. Tu as Strus qui nous fait un joli 0 sur 9, dans le game 5 et puis c'est un peu tu retombes dans du Mitchell hero ball où lui, il finit à 8 sur 25 au tir, dans le game 5 et voilà, on a vu à nouveau les problèmes des Cavs qu'on avait vus sous Bickerstaff et on pensait que, sous Kenny Atkinson, ça allait changer. Alors ouais, ça a changé sur la régulière, mais ça a pas changé, en play-off quand ça compte vraiment et quand tu es un peu, challengé par l'équipe en face, quoi. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment les mêmes problèmes que sous Bickerstaff? Parce qu'effectivement, tu as déraillé offensivement, mais par exemple, moi, la série vraiment dont je me rappelle pour les Cavs, cette série face aux Knicks, où pour le coup, c'était vraiment sur l'engagement physique que les Cavs s'étaient fait bousculer. Et à l'époque, on pouvait se dire, bah, soit, ok, c'est cette équipe qui est comme ça, ou bah, ils étaient très jeunes et ils étaient face à des joueurs qui étaient, on va dire, plus expérimentés, plus costauds. Là, j'ai pas l'impression qu'ils l'aient perdu vraiment physiquement, la série, ou du moins, pas de la manière dont ils l'avaient perdu par le passé, quoi. Bah, je trouve quand même que tu t'es dans l'impact physique, on a quand même vu certaines limites, mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que je trouve que les Pacers sont quand même une bien meilleure équipe que les Knicks de l'époque et nous, on est quand même Mm. une meilleure équipe aussi que, en 2022-2023 où on se fait, taper 4-1 par les Knicks. Mais il y a des problèmes qui reviennent, c'est-à-dire, tu vois, dans la série, moi je pensais qu'on allait la dominer, en tout cas peut-être pas la dominer, mais je pensais pas qu'on allait se faire dominer au rebond et en fait, bah, Jarrett Allen, il s'est fait dominer au rebond par Miles Turner. Dans l'impact, sur les fins de match, c'est flippant, quoi. Il se fait encore dominer, il fait encore une série où il est pas capable de prendre, enfin de s'imposer, dans la raquette. Alors en attaque, ouais, quand il est responsabilisé, parce qu'on sait que c'est un vrai joueur talentueux, sur la finition, mais en défense, ça a été vraiment décevant et même sur des switches où c'est quand même quelqu'un qui a montré qu'il était à l'aise. Alors OK, il est face à Tyrese Haliburton, peut-être un des tout meilleurs là-dessus, mais il a été complètement paumé par le jeu ultra collectif des Pacers, où en fait, c'est un peu une chasse à la mismatch constante, mais pas à travers de l'ISO, mais à travers un fond de jeu collectif et on a vu aussi certaines limites des Cavs, notamment enfin du poste 1 au poste 3 où en fait, tu as trop de joueurs qui sont neutres ou négatifs en défense. Entre Garland, Mitchell, Strus, Ty Jerome, Merrill qui OK, il se bat, mais il est quand même, léger, enfin physiquement et en défense et on a vu aussi que, bah, quand tu as des intérieurs qui savent, provoquer la mismatch et l'exploiter, bah, là, tes mecs en fait, si en plus ils sont en difficulté en attaque comme Ty Jerome, ils sont clairement négatifs, sur un terrain de basket, quoi. Ouais, bah, clairement, mais alors, autant tu vois, il y a tous ces points que tu énonces, autant dans le même temps, quand tu vois le parcours des Pacers derrière et que tu les vois aller jusqu'au Game 7 contre le Thunder, est-ce que toi, t'as pas aussi relativisé en te disant, ok, bon, déjà, on s'était pris un coup sur la tête en perdant 2-0, en plus, il y avait des joueurs qui étaient blessés, est-ce que finalement, c'était pas un peu naturel que ces Pacers-là, qu'on n'a pas vu venir aussi fort, parce que je pense que personne ne les avait imaginés en finale et encore moins aller challenger le Thunder qu'on voyait quand même, je pense toi et moi comme des gros favoris. Moi c'est vrai que ça m'a fait un peu relativiser la situation des Cavs en me disant ouais bon en fait peut-être que toutes les équipes sauf OKC auraient pu se faire avoir quoi. Ouais, c'est sûr. Alors il y a sans doute 2 trucs qui ont fait relativiser ça, c'est, le parcours des Pacers derrière, pardon.
ouais, ils tapent les Knicks et ils sont à 2 doigts de taper le Thunder en sachant que si Haliburton, il se blesse pas, ça se trouve, ils font un exploit monstrueux et ils gagnent le game 7. Mais bon, voilà, c'est un what if. Mais et le deuxième truc, c'est aussi que la news de Darius Garland qui arrive quoi? Peut-être 3 semaines après la fin des playoffs où en fait, tu apprends qu'il est blessé encore pendant 4-5 mois et qu'il va louper le début, de la régulière. Donc tu te dis: «OK, c'était quand même une blessure très, très sérieuse» et ceux qui avaient dit que, machin, qu'il simulait une blessure ou je sais pas quoi, qu'il était soft ou des trucs comme ça, bah, là, tu sens que, bah, le mec, il pouvait clairement pas jouer, ils l'ont quand même fait jouer. Donc il y a aussi ça qui te fait relativiser. Maintenant, tu vois, les Knicks, ils se sont aussi pris comme toutes les équipes, le Tyrese Haliburton, game winner et je trouve qu'ils ont quand même bien mieux réagi derrière. Alors OK, il y avait des blessures du côté des Cavs, donc tu as quand même cette excuse-là que les Knicks n'avaient pas et tu vois, eux, le game 5, ils le prennent, quoi. Ils arrivent quand même à accrocher la série en 6 et pourtant les Knicks, ils sont pas, je pense pas que ce soit une bien meilleure équipe que les Cavs. Dans un contexte playoff peut-être quand tu vois les dernières saisons, mais pas de manière générale, quoi. Donc relativiser oui, mais ça veut pas dire pour autant que, je pense qu'il faut pas bouger l'effectif ou qu'il faut, pas croire que ça reste quand même un gros problème, quoi. OK. Du coup, tu as quelque chose que tu veux ajouter sur ces playoffs ou tu as l'impression qu'on a fait le tour? Moi il y a deux trois trucs qui m'ont un peu saoulé, c'est encore une fois, tu vois, la sous-utilisation, pardon, de tes intérieurs et surtout d'Evan Mobley, où on est encore sur une série où en fait Evan, sur un petit volume, il est excellent et en fait on le responsabilise pas et ça s'est surtout vu sur la fin de série où, en fait il prend tu vois sur le game 5 il prend seulement 12 shoots alors que Darius en prend 16 et qu'il est à 4/16. Donc, c'est quand même ça fait plusieurs fois, ça fait quand même 3 fois d'affilée en playoff. Bon l'année dernière on pouvait pas trop, le voir parce qu'il y avait beaucoup de blessures mais, c'était déjà le cas en 2022-2023 et c'est encore le cas où en fait on sous-responsabilise Evan Mobley et quand tu vois les progrès qu'il a fait en attaque, c'est quand même un peu frustrant. En sachant en plus que sur les playoffs, il est quand même à 45 à 3 points. Alors OK, c'est un tout petit volume, mais quand même et et ouais, moi j'ai été très déçu quand même du coaching de Kenny Atkinson sur les playoffs parce que tu aies, du mal en défense finalement, bon, bah, c'est pas toi, tu vas pas remplacer Jarrett Allen pour te bagarrer au rebond donc là-dessus, tu vois, il y a des limites qui sont intrinsèques à l'effectif mais j'étais quand même très déçu du jeu collectif, absent où en fait on s'est trop reposé sur Donovan Mitchell et c'est pas notre identité et Donovan Mitchell, c'est pas, LeBron James, 2014-2018 quoi. Donc il y a eu ça qui était décevant et le dernier truc, je dirais, c'est, l'adresse à 3 points qui était quand même très décevante contre les Pacers où, tu as des mecs qui, bah, ont pas su, sanctionner à 3 points alors que c'est un peu leur rôle. Je pense au 0 sur 6 de Max Strus, au game 5 où lui, il était quand même pas blessé. Alors DeAndre Hunter, il était un petit peu décevant, mais bon, il y a eu cette blessure et Mitchell aussi, il a fait une grosse série en volume, mais il a pas du tout rentré ses 3 points. Donc il y a quand même toujours ce truc de l'adresse à 3 points où, on a, beau avoir des mecs qui sont, sans doute plus offensifs que défensifs, bah, ouais, mais en fait, ils mettent pas leurs 3 points, quoi. Ouais. Et pour autant, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression, et notamment en t'écoutant, qu'à minima sur les noms que tu évoques, les Cavs, ils arrivaient avec un roster, je trouve qu'il fait vraiment roster assez complet. C'est-à-dire que t'as pas vraiment de vide énorme sur les rotations. Et même si tu as 4 joueurs, qui me semble mine de rien 4 joueurs majeurs à minima sur ton 5 de départ, et donc qui coûtent très cher, tu avais quand même réussi à mettre en place une rotation plutôt solide pour les playoffs. Donc c'est pour ça que dans ce qui va venir après, dans le fait d'aborder l'été, je trouve que c'est pas évident de savoir sur quel corde tirer à l'issue de ces playoffs parce que oui, tu as récupéré des joueurs qui sont quand même plus offensifs que défensifs et donc qui n'ont pas vraiment ce côté tout est évident, mais n'empêche que tu avais une rotation qui était quand même assez complète, quoi. Ouais, c'est sûr, surtout quand tu compares à la série contre les Knicks en 2022 ou 2023, où là, il y avait un énorme taf à faire qui était sur, bah, prendre des bons role players. Donc c'est sûr que, Strus, ça reste quand même un très bon role player dans la NBA. DeAndre Hunter aussi. On a plutôt bien développé les Sam Merrill et les Dean Wayne qui étaient un peu des no name, avant d'arriver aux Cavs. Ty Jerome, ça a été un peu la révélation de la saison. La saison, ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que ouais, les role players sur les 2-3 dernières années, Kobe Altman, il a fait un super taf sur des trades ou en recrutant, des mecs free agent et tout. Donc, là-dessus, c'est une des satisfactions, c'est que en plus d'avoir un fort trio, on a quand même un certain plancher en termes de qualité de role player. Parce c'est sûr qu'il y a des équipes en NBA
qui sont pas du tout à ce niveau-là en termes de role player, quoi. Donc on n'est pas non plus, à poil. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que j'étais curieux quand tu m'as proposé l'épisode parce que, il y a des équipes pour lesquelles c'était évident que, une fois la saison passée, il y aurait, un vrai besoin de renforcer l'équipe et qu'il y avait, on va dire, des moves un peu évidents. Par exemple, bah, tu parlais des Knicks, je pense que les Knicks, c'était clair qu'en entrant dans les playoffs, ils avaient quand même des gros problèmes de rotation, notamment sur les ailes. Moi qui suis fan de Denver, c'est clair que quand je suis arrivé dans l'été, il y avait un côté, genre, en fait, sur le banc, il y a tout à changer, où il y a tout à reprendre. Euh, pour vous, du coup, quand vous arrivez dans l'été, je pense qu'on peut partir sur cette transition-là. Euh, il y a plusieurs problématiques. C'est que en soi, le roster, il est assez profond. Et que en même temps, avec le nouveau CBA, bah, les Cavs sont dans une position qui, financièrement, ne pousse pas à faire des gros changements aisément. Parce que au moment là où on parle, hein, les Cavs ont la plus grosse masse salariale NBA et sont quand même assez nettement au-dessus du second apprendre, je crois de 9 ou 19 millions. En fait, on est je crois à environ 225 et le second Apron, il est à 207 quelque chose, donc ouais, ça fait genre, tu vois, Ça. un bon 17 millions au-dessus de la seconde Apron, quoi. C'est ça. Et du coup, il y avait, alors, ben, on en parlait en off, hein, il y avait contractuellement, du coup, des re-signatures à faire. Et dans le même temps, on a eu quelques mouvements pour démarrer l'été, mais je sais pas ce que tu en penses, mais pas des mouvements énormes au regard de ce que toi, par exemple, tu peux trouver comme des fois l'effectif. Ouais, alors, ouais, c'est vrai. En fait, on a commencé, alors je crois que c'était juste avant le début de la free agency, où on trade, Okoro contre Lonzo Ball. Parce que, alors je pense que c'était un peu pour dire, bah, au moins on a bougé, on pourra pas nous reprocher d'avoir bougé. Je suis un peu déçu du passage d'Okoro au Cavs, que c'était quand même un top 5 de draft, mais c'est vrai que, ouais, il a toujours été un peu frustrant offensivement et cette saison, il a quand même fait des progrès sur les dernières saisons, mais c'est vrai que cette saison, il y avait une telle profondeur d'effectifs aux Cavs que finalement il a jamais su trouver sa place dans la rotation, même si c'était loin d'être le joueur le plus décevant, en playoff. Je pouvais comprendre, tu vois, qu'on se sépare d'Okoro parce que, il a peut-être besoin de se rechallenger dans une autre équipe, peut-être un peu moins forte que les Cavs où il aura plus de responsabilités. Donc je pouvais comprendre le fait qu'on se débarrasse de d'Okoro. On prend, Lonzo Ball. Moi, je pense qu'on le prend parce que, on se je pense que Kobe Altman, il s'est dit assez rapidement: «Ouais, on va pas te prolonger Ty Jerome parce qu'en fait, il va peut-être prendre trop cher et on préfère prolonger Sam Merrill parce qu'on croit plus en son shoot que, à la création offensive de Ty Jerome en playoff», ce qui peut se comprendre, hein. Donc du coup, tu prends un mec comme Lonzo qui est plus le créateur offensif qu'il pouvait être avant, mais et qui est très injury prone, mais c'est intéressant sur le papier, en sachant en plus que, il a une team option dans 1 an, donc tu pourras toujours économiser son salaire. Maintenant, bah, sur Lonzo, il y a quand même une grosse interrogation de est-ce qu'il va être là? Je serais pas étonné qu'il joue, enfin, si je devais faire un pari, tu vois, je pense qu'il jouera pas plus de 50 matchs, sur la régulière. Mais en playoff, je pense que tu as un mec sur le terrain qui est sans doute plus intéressant que Okoro. Bah, le truc de Lonzo Ball, moi je suis d'accord avec toi, je pense que le move c'était, ok, comment on fait pour gérer le départ de Ty Jerome qui paraissait un peu, je pense, inévitable. Et dans le même temps, du coup, bah, tu récupérais un joueur qui n'était pas très cher et donc t'offrais peut-être un petit peu plus de flexibilité. Le problème de Lonzo Ball, c'est que moi j'étais étonné déjà qu'il arrive à revenir parce qu'après 2 ans, ça paraissait quand même assez improbable. Je suis d'accord avec toi que dans l'idée, si tu l'as en playoff, c'est vraiment cool. Et il y a quand même quelque chose de sympa avec ce joueur, c'est que c'est un meneur, en même temps il est très grand, donc t'as aucun problème à le voir se décaler par exemple à l'aile. C'est ce qui faisait que ça marchait d'ailleurs très bien dans le peu de temps où il a été valide avec les Bulls, c'était ce côté où bah, de temps en temps tu pouvais le responsabiliser balle en main, mais en fait tu pouvais très bien l'aligner avec plusieurs guards et ça fonctionnait. Donc je pense qu'il y a un côté où il peut à la fois prendre des minutes de Ty Jerome et à la fois prendre des minutes d'Isaac Okoro. Et puis en même temps, tu es allé chercher DeAndre Hunter, donc est-ce qu'il n'y avait pas aussi une volonté de se dire, bon bah voilà, on sort au Coro et on donne plus de minutes à Hunter, quoi. Ouais et puis il y a un côté un peu risque, mais moi je sais que la fanbase des Cavs, ils sont pas tous, d'accord, mais moi ça me dérange pas parce que je trouve que finalement la profondeur on l'a déjà et donc si jamais Lonzo enfin déjà, si jamais il se blesse sur la régulière, c'est pas un si gros problème que ça. Parce que dans la conférence Est, tu es sûr de faire top 3, même si, Lonzo se blesse, quoi.
Et moi, il y a des joueurs derrière que j'aime bien, comme Craig Porter Jr., qui est un bon petit meneur, qui est très à l'aise sur drive, sur pick and roll et qui a montré qu'il pouvait mettre dedans à 3 points et bien défendre sur des séquences. Donc, si jamais Lonzo, il joue que 40-50 matchs, tu pourras donner, plus de responsabilités à Craig Porter Jr. et du temps de jeu à Jalen Tyson que je projette, comme un bon petit, 3&D, au moins sur du court terme, aux Cavs. Donc c'est pas si dérangeant que ça et prendre des risques sur Lonzo, bah, tu es un peu obligé en fait, dans la situation des Cavs. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça, tu vois? Surtout si en plus tu savais que tu allais pas prolonger, Tyron. Ouais, et ensuite, alors il me semble que tu complètes, hein, mais donc bon, il y a des rookies qui arrivent, il y a l'arrivée de Larry Nance Jr. qui en soi te donne un petit peu plus de, je sais pas, de sécurité en termes de profondeur de rotation, parce qu'aujourd'hui Larry Nance Jr. c'est plus vraiment un joueur très très important dans une rotation NBA. Mais donc toi, à l'issue de ça, est-ce que tu avais l'impression que le travail est fait comme toi tu l'aimerais ou tu faisais partie des personnes qui auraient aimé en fait prendre le risque de bouger en fait une pièce majeure dans le 5 de départ. Donc pièce majeure, j'entends éventuellement un Jarrett Allen ou un Darius Garland comme certaines rumeurs pendant l'été ont pu sortir quoi. Ouais, bah, déjà en fait, il y a dans un premier temps, c'est que, tu savais que tu allais avoir le contrat d'Evan Mobley qui allait bien évidemment être un contrat max et le contrat de Donovan Mitchell. Donc son contrat je crois qu'il prend que 30 du cap parce qu'il veut, signer un gros contrat dans 2 ans, donc il avait prolongé que, sur un 2+1 en fait. Et sauf que, bah, Evan Mobley, vu qu'il a été, Depoy et All-NBA second team, bah, au lieu de prendre 25 du cap, il prend 30 du cap. Donc tu savais que tu allais avoir moins de marge de manœuvre, mais il prolonge quand même Sam Merrill, donc ça, c'est plutôt cool. Tu gardes quand même un très bon shooter, dans ta rotation. Je suis pas un grand fan de Sam Merrill, mais je trouve que, bah, si tu perds Ty Jerome, c'est quand même cool de prolonger à minima, Sam Merrill. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut bouger cet effectif. Alors, je pense que tu as pas intérêt à bouger évidemment Donovan Mitchell et Evan Mobley. Je pense pas qu'il faut bouger Darius Garland. C'est un peu, le métronome, le gardien de ton attaque. Il est tellement talentueux en attaque, même si, ouais, OK, dans des hautes sphères de playoff, on verra forcément à un moment, le problème de sa défense et de sa taille. Et donc si en attaque, tu responsabilises beaucoup Mitchell et Mobley, à quel point est-ce que vraiment t'augmente le plancher de ton attaque? Mais je pense que c'est un tel talent, il a beaucoup de génie en fait en lui, Darius Garland, que tu peux pas te permettre de le trade. Et donc moi, je pense que s'il y a des trades à faire, c'est soit sur tes ailes, soit sur ton poste de pivot et notamment Jarrett Allen. Parce qu'il est quand même très frustrant et encore, je pense que être soft sur les postes de guard, si tu es talentueux, en attaque, c'est pas si dramatique que ça, mais si tu es un pivot et qu'en fait tu bagarres pas au rebond, bah, au bout d'un moment dans des playoffs, tu vas être, déjà tu vas être ciblé et tu vas être problématique. Et le problème de Jarrett Allen et là je veux bien avoir ton avis, c'est que, bon là il prend que 20 millions par an, mais c'est un pivot en fait si tu le responsabilises en attaque, bah, c'est cool parce qu'en fait, il a des super, skills en finition, que ce soit au poste avec un petit hook, ou alors en fait sur de la menace verticale parce qu'il a des qualités athlétiques. Mais quand tu as déjà un super trio offensif avec Mobley, Mitchell et Garland, bah, au final, Jarrett Allen, tu peux pas lui donner et en plus à côté, tu as des role players et tout, tu peux pas lui donner plus de 7-8 shoots par match et vu qu'il fera pas un taf monstre dans la raquette au rebond ou en défense, comme on a vu ses limites en playoff, à quoi ça sert de le garder quoi, tu vois? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que moi, instinctivement, je m'étais dit, mais en fait, les Cavs, il faudrait qu'ils arrivent à manœuvrer sans vraiment toucher, on va dire, à ce quatuor qu'ils ont, enfin, sur le papier, c'est peut-être un des 5 les plus complets de la ligue. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis, mais en même temps, quand tu as à ce point beaucoup de talent dans ton 5 de départ, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de le diluer? Je pense que la difficulté dans le cas de Jarrett Allen, c'est que, en fait, avec Mobley, tu as déjà tellement un bon défenseur que tu peux te dire que tu peux avoir à côté, en fait, un autre intérieur moins qualitatif. Et donc, je comprends de plus en plus l'idée de vouloir le bouger. En même temps, la difficulté quand tu vas bouger un joueur comme Jarrett Allen, si c'est vraiment la piste que tu prends, c'est comment tu fais pour garder, enfin, comment tu arrives à l'équilibre où d'un côté tu dégrades pas trop ton 5, donc comment lui tu le remplaces parce qu'en fait aujourd'hui tu personne derrière, je trouve,
qui va rentrer directement dans son rôle et qui paraît naturel chez les Cavs. Et donc, pour à la fois le remplacer lui sur son poste et en même temps aller chercher de la valeur supplémentaire ailleurs, parce que effectivement, l'évidence, c'est où bah, tu vas chercher un ailier bah, qui est effectivement ce free and D qui fait un peu défaut à l'équipe, soit tu vas le diluer, on va chercher encore plus de profondeur. Mais dans ce cas-là, est-ce que cette profondeur, tu vas vraiment l'utiliser à 100% en playoff? Parce que quand tu as des effectifs trop profonds, des fois, tu vois le problème, c'est que autant tu as les effectifs très riches comme le Thunder, où tu as à la fois les stars et après toute comment dire, la polyvalence que t'apporte le banc, mais tu as aussi des équipes des fois où juste tu accumules trop de talent et t'as plus un 5 de départ suffisamment fort. Moi, c'est ça la vraie difficulté, je pense, pour les Cavs, c'est de trouver une opportunité qui soit vraiment qui fasse vraiment fonctionner le truc, quoi. Et c'est vrai que par exemple, cet été, j'arrivais pas trop à me projeter et à imaginer bah, comment tu transformais Jarrett Allen en quelque chose de vraiment un plus pour les Cavs, quoi. Bah, le truc, c'est que ce qui est dur avec les Cavs, c'est que je pense qu'il faut accepter maintenant de sacrifier du talent, notamment offensif, pour des joueurs qui ont un profil qui se bagarrent un peu plus en playoff, qui t'apportent un truc mental des grandes équipes qui, elles, gagnent, que pour l'instant, il y a pas vraiment ce profil-là aux Cavs, en fait, tu vois? Tu as pas un espèce de leader, alors tu as du leader défensif peut-être avec Evan Mobley, mais tu as pas de leader de vestiaire ou en tout cas sur le terrain qui font, des plays en défense qui te font gagner ou tu vois, genre je pense au Thunder avec des mecs comme Caruso et Lou Dort où en fait, vu qu'ils provoquent au moins un passage en force par match, c'est débile, mais en fait, c'est des plays qui te font gagner, tu vois? C'est des winning plays. Tu as pas vraiment de joueurs comme ça aux Cavs. Donc mais il faut quand même je pense qu'il faut accepter de perdre du talent parce que de toute façon, dans la conférence Est, même si tu as un peu moins de talent, tu as un plancher suffisamment élevé que ça se trouve, tu es top 2 même en sacrifiant un peu du talent. Sacrifier du talent pour des profils un peu plus, playoff, friendly quoi. Donc voilà et après c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc, c'est que si jamais tu trades, Jarrett Allen, tu as peut-être l'impact de Darius Garland qui baisse un peu, parce qu'on sait quand même qu'il est dépendant des écrans de Jarrett Allen, du fait que, vu que c'est une vraie menace au poste, Jarrett, bah, tu un Darius Garland qui excelle dans son rôle aussi parce qu'il a Jarrett Allen à côté. Mais je pense que tu as quand même des opportunités sur le marché, en sachant que les Cavs sont pas non plus à poil, en termes de pick où tu as encore des firsts, je crois, en 2030, 2031, 2032. Donc tu vois, moi, je pensais à des mecs, mais un Deron Sharp, aux Nets, il est payé que, alors il vient d'être prolongé, donc ce sera pas avant la deadline. Il est payé que 5,7 millions. Ouais, ça c'est sûr, c'est une downgrade par rapport à Jarrett Allen, mais est-ce qu'en playoff, il va, tellement moins, avoir tellement moins d'impact que Jarrett Allen? Est-ce que son profil est pas un peu plus intéressant, tu vois? Parce qu'il se bagarre un peu plus au rebond. Il est peut-être moins soft, que Jarrett Allen ou même du Goga Bitadze que j'aime bien, au Magic, qui se bagarre aussi un peu plus au rebond. Tu vois, des profils comme ça qui sont du coup moins bien payés que Jarrett Allen, donc tu peux prendre un autre mec dans la rotation aussi. Mais, tu acceptes de sacrifier, du talent, avec Jarrett Allen pour un peu plus de bagarre dans la raquette et peut-être aussi un peu plus de profondeur sur les ailes. Après, c'est vrai qu'on en est à un point, en termes de profondeur où, ça vaut pas le coup de prendre un ailier, mid, 3 mais qui est pas vraiment 3 Genre si tu sacrifies, de la profondeur, enfin si tu sacrifies Jarrett Allen et peut-être d'autres joueurs aussi à côté, c'est pour du 3 élite quoi, parce que sinon ça vaut pas le coup. Ouais, et alors justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu serais dans un truc où tu veux garder quand même la même structure, c'est-à-dire avoir un pivot à côté d'Evan Mobley, ou du coup, tu serais même favorable à peut-être laisser Evan Mobley comme peut-être ton intérieur principal et aller sur des, tu sais, des profils un peu plus de d'ailier fort moderne à ses côtés. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu prends l'exemple de Dayron Sharp, je me dis, il y a quand même volonté de perpétuer la structure actuelle en essayant, voilà, comme tu dis, de prendre un joueur qui en soi est moins fort qu'Allen, mais de transformer ou récupérer ce que tu perds par plus de talent à côté. Mais est-ce que vraiment c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir un profil à la Jarrett Allen avec Mobley? Bah, le truc c'est ça, c'est que moi je pense que, on l'a un peu dit, c'est que j'ai l'impré il te manque, déjà un profil bagarreur dans la raquette, mais il te manque aussi du talent sur les ailes. Donc j'ai l'impression que la meilleure solution pour les Cavs, ce serait quoi? Ce serait d'installer Evan Mobley, au poste de pivot, au moins sur la régulière, tu vois? Où en fait, du coup, tu as un spacing ultra optimisé parce qu'il a montré que, il pouvait, sanctionner à 3 points et tu l'entoures, alors de Garland et Mitchell, sur les postes 1-2 où ils sont encore titulaires évidemment, mais tu l'entoures de 2 super 3 pour finir les matchs
avec, bah, du coup, ça peut être DeAndre Hunter, parce que je pense que c'est quand même un 3&D élite dans la ligue et Mmh. à côté, il faudrait un autre 3&D, niveau, élite de chez élite. Ce sera peut-être pas atteignable parce que tu as peut-être pas les assets, mais dans l'idéal, ce serait ça, tu vois? J'aime bien Struss. Je trouve que alors, je pense qu'offensivement, il est pas si safe que ça au shoot. Maintenant, c'est vrai que c'est un des meilleurs connecteurs sur son poste. Défensivement, il est un peu light quand même si je pense qu'il est quand même positif. Mais dans l'idéal, ce serait ça et du coup, bah, si tu sacrifies Jarrett Allen, je pense qu'il faut quand même un pivot derrière parce que c'est important. On l'a vu avec le Thunder, tu vois, avec un Hartenstein, où c'est quand même important d'avoir un pivot sur, 10-15 minutes en playoff à minima, qui répondent un peu aux défis physiques ou athlétiques que peut te donner une équipe en face parce que tu affronteras forcément une équipe qui va te challenger là-dessus, sur un run de playoff, quoi. Ouais. Ouais, mais clairement, non, j'ai l'impression que l'été de l'année dernière du Thunder, c'est un peu l'été idéal pour les Cavs. Malheureusement, la situation financière ne le permettait pas. Du coup, toi, tu disais que tu avais imaginé justement des trades qui t'auraient plu pour cette équipe de Cleveland. Est-ce que du coup, tu es chaud pour en partager un ou deux, que je me fasse une idée de ce que tu avais en tête? Bah, moi, tu vois, genre, je serais pas contre mettre, soit du Max Truss, soit du Lonzo, soit du Sam Merrill, soit du Dean Wade dans un trade. Donc soit tu fais un truc avec Struss, Dean Wade, soit tu fais un truc avec, Lonzo, Dean Wade pour du 3&D qui est pas forcément plus talentueux, mais qui t'apporte un truc, mental en plus. Genre moi, j'avais pensé, tu vois, je sais pas, à Dillon Brooks, par exemple. Je sais pas s'il sera, Ouais. dispo. OK, ouais, tu perds peut-être un peu, en termes de talent, mais j'ai l'impression que, tu vois, ce genre de profil, qui rentre dans la tête de l'adversaire, ça peut être intéressant aux Cavs. Tu vois, il est payé 21 millions, Dillon Brooks, donc tu peux mettre Struss qui est à 15 millions et Dean Wade à 6 millions. Sur les ailes, bon, il y a du Herb Jones aussi, mais il était blessé l'année dernière. Ce serait vraiment cool. Maintenant, est-ce qu'il est si safe que ça au shoot? Il a fait qu'une bonne saison à 3 points. Je sais il a été prolongé par les Pels, donc je sais pas s'ils veulent vraiment s'en débarrasser. Bon, alors le rêve ultime, ce serait Trey Murphy, mais j'y crois pas trop. Je pense que, Ouais. jamais de la vie, on C'est a le rêve on de a beaucoup les de assets. monde. Je pense que il y a des équipes qui ont bien plus d'assets, mais alors j'aimerais bien Hachimura, tu vois, aux Lakers. Je sais pas s'il s'installera, véritablement longtemps aux Lakers. C'est pas forcément un leader défensif, mais en fait, il a beaucoup rassuré à 3 points en playoff. Donc, tu as peut-être une valeur de 3&D, plus intéressante que ce que tu as actuellement. Mais des profils comme ça, tu vois? KCP, bon, il est un peu sur la fin, mais je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, des profils un peu comme ça, quoi. Bah, moi, alors ouais, de toute façon, c'est des profils que j'aime bien. Je crois tous ceux que tu as donnés, hein. Par exemple, Dylan Brooks, je sais qu'il y a une tendance un peu à le dévaluer. Et je pense que c'est plus un délit de sale gueule, mais en soi, c'est un super défenseur sur l'homme. Et au shoot, je suis pas sûr que ce soit un joueur régulier, mais je comprends l'idée. C'est-à-dire que tu as quand même un joueur vachement physique que tu ajoutes dans la rotation et ça peut aider à compenser la perte de taille. Et évidemment, que ce soit Herb Jones, Trey Murphy, je pense que c'est deux joueurs qui ont fait envie un peu à tout le monde là pendant l'intersaison. Dont moi, hein, franchement, quand j'avais écrit sur l'intersaison de Denver, j'avais écrit que Cameron Johnson, par exemple, ça me paraissait être le scénario idéal, mais j'osais pas trop y croire, et donc j'espérais un minima choper un Herb Jones. Donc je comprends aussi l'idée dans le contexte des Cavs, même si en fait, offensivement, je pense que j'aurais un peu peur de l'évolution d'Herb Jones. Je sais pas si on l'a pas vu un peu trop beau. Et dans le cas de Trey Murphy, bah ouais, Trey Murphy, je sais pas pourquoi on a cru qu'il allait bouger. Parce qu'en soi, si tu es les Pelicans et que tu fais aucun move pour te débarrasser de Zion, je vois pas l'intérêt de bouger Trey Murphy. Donc ouais, moi je comprends dans les deux cas, mais alors du coup, dans ces cas-là, tu gardes la structure actuelle, c'est-à-dire que finalement, tu ajoutes un 3. Peut-être que tu réduis un peu ta profondeur, mais tu gardes quand même cette structure avec Jarrett Allen et Van Mobley, quoi. Ouais, après, si dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire, tu vois, genre, je fais un trade où je mets genre, Struss et Wade dans le trade pour un des joueurs que j'ai cités et du coup, pour récupérer peut-être un peu de profondeur, c'est-à-dire, je fais un trade où j'envoie, Jarrett Allen, je sais pas où, je récupère Shaedon Sharpe ou Goga qui sont payés, 6 et 8 millions. Enfin, je prends un des 2, hein, je prends pas les 2 et du Ouais. coup, je récupère peut-être un peu de profondeur avec un ailier pareil qui est payé 10 millions pour équilibrer les salaires. Donc finalement, avec le contrat de Jarrett Allen, alors l'année prochaine, il sera payé 28 millions parce qu'il avait prolongé il y a 1 an ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc il sera un peu plus payé, donc peut-être tu auras plus de possibilités de le trade l'année prochaine. Mais tu vois, dans l'idéal, ce serait ça, c'est-à-dire que tu sacrifies un peu de la profondeur pour un ailier en sacrifiant des ailiers, mais tu récupères peut-être de la profondeur avec Jarrett Allen en acceptant de prendre un pivot,
moins fort, mais plus, playoff friendly, quoi. OK. Ouais, bah, moi, les scénarios me semblent, les 2 me semblent possibles. Mais par contre, alors la question que je me pose, c'est toi, d'un point de vue réalistique, en fait, tu as l'impression que la franchise se dirige vers quoi? Est-ce que là, c'est pour toi, l'été, il est terminé ou tu encore de la marge de mouvement? Bah, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que je pense qu'en fait, ils vont pas bouger. Je pense que Jarrett Allen, ils vont pas accepter de perdre du talent, sur ce poste-là. Et j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu, triste à dire, mais j'ai l'impression que la blessure de Tatum et Haliburton, ça arrange pas mal, les Cavs pour pas bouger. Et moi, ça me fait quand même un peu chier, mais je peux comprendre aussi. C'est-à-dire que tu te dis, bah, les 2 dernières équipes qui ont fait finale NBA, en fait, l'année prochaine, elles seront pas là. Donc on va revenir avec les mêmes, en sachant qu'on a quand même l'excuse des blessures, qui en est pas vraiment une entre nous, hein, mais quand même. De Tu quand même eu Garland blessé et Mobley et DeAndre Hunter qui étaient sans doute pas à 100 après le game 2 contre Indiana. Donc et en prenant en plus le contexte de la conférence Est, je serais même pas étonné, tu vois, que les Cavs l'année prochaine, si les blessures, elles sont dans leur faveur, en fait, ils déroulent la conférence Est et ils arrivent, en finale, contre une équipe de l'Ouest. Maintenant, je pense que si tu gardes le même effectif, peut-être que tu feras finale l'année prochaine parce que la conférence Ouest est dramatique, sur l'année prochaine. Mais j'ai du mal à croire que tu battes une équipe de l'Ouest, même si c'est pas le Thunder, tu vois? Battre Denver avec leur expérience, le physique, le talent et tout. Même, tu vois, derrière, on voit des Wolves, des Rockets qui arrivent, des équipes comme ça, tu vois? Je sais pas si vraiment tu es capable de les battre dans une série au meilleur des 7 matchs, quoi. Parce que les problèmes qu'on a vus, si tu repars avec le même effectif, bah, on les verra encore face à des tops équipes, quoi. Ouais, donc finalement, ouais, en fait, la crainte, c'est, et je peux comprendre, en fait, vu, on va dire, l'historique de cette équipe, c'est de se dire, en fait, même si on va loin dans une série qui va être ou accrochée ou sur lesquelles on va être approché en termes de talent, au final, on la perdra forcément ou il y a de fortes chances qu'on la perde un peu sur les marges et que ce soit un 4-2 ou un 4-3, même si on joue bien, en fait, au regard de ce qu'est l'équipe. Donc, ouais, je comprends la posture et en même temps, c'est vrai que tu te rends compte, là, dans le nouveau cibier, que c'est pas évident de bouger dans la situation où sont les Cavs. Et du coup, les restrictions font que bah, transformer un joueur en deux, c'est pas forcément évident. Et je pense que ça va pas aider finalement à bouger un joueur majeur comme Jarrett Allen parce que bah, en fait, il faut que tu arrives à égaliser les choses de manière, par exemple, à transformer un Jarrett Allen en Trey Murphy, en fait. Et donc, il faut éventuellement, je pense, les assets à côté pour convaincre une équipe. Donc je pense que malheureusement les Cavs ils sont un peu bloqués à l'heure actuelle et ouais moi enfin, la sensation que j'avais c'était leur été là il a l'air quand même quasiment terminé sur le gros du travail et si éventuellement on voit des arrivées voilà c'est des petites arrivées façon Larry Junior quoi. Ouais, et le seul truc où tu peux peut-être être optimiste, c'est que tu te dis: «Bah, derrière, il y a du Craig Porter Jr., du Jalen Tyson qui se développe et qui apporte le truc un peu mental qui manquait aux Cavs». Mais oui, mais comme tu l'as dit aujourd'hui avec la seconde Apron, bon après, là, on est vraiment dans la seconde Apron. La question qui va se poser, c'est jusqu'à combien de temps on va rester dans la seconde Apron et jusqu'à combien de temps, le proprio Dan Gilbert va vouloir, payer une luxury tax de ouf? Parce que ne serait-ce que l'année prochaine, je crois on est déjà donc en plus des salaires, on est déjà genre à 140 millions de luxury tax, si j'ai bien vu, hein. Peut-être qu'il Ouais. faut que je regarde, mais, tu vois, ça fait déjà beaucoup parce qu'en fait, la luxury tax, elle est à 188 millions. En fait, tu es 40 millions au-dessus de la luxury tax, donc tu payes en plus les bonus, liés à ça. Donc c'est un peu, enfin, on verra combien de temps ça va durer ce projet des Cavs avec ce corps actuel. Alors mais tu vois, genre, j'y ai pas réfléchi, mais quelle équipe sans vraiment bouger, des joueurs importants, quelle équipe qui a été autant décevant sur plusieurs saisons comme les Cavs en playoff, quelle équipe a réussi à renverser la tendance et à aller, chercher un titre ou au moins des vrais résultats en playoff? Tu vois, j'ai pas d'équipe, j'ai l'impression que si tes premières années, tu montres pas, qu'en playoff tu peux, vraiment faire des perfs et pas forcément surperformer, mais au moins évoluer à ton niveau. Si tu bouges pas des éléments importants de ton effectif, même avec un nouveau coach, même avec des meilleurs role players, ça risque d'être compliqué, quoi. Bah, ouais, j'ai l'impression que ce sont les virages sont très durs et qu'ils seront d'autant plus durs avec ce cibier. Par exemple, là, dans les équipes actuelles qui ont réussi à faire un virage, je trouve que d'une certaine manière, les Wolves ont réussi dans la mesure où c'était une équipe qui s'était construite sur un cycle autour de Karl Anthony Towns et qu'en fait, ils ont eu la chance
à un moment donné, d'avoir un autre joueur qui rentre dans la boucle et te permettre en fait de, entre guillemets, de relancer un cycle sans forcément passer par une reconstruction. Le problème des Cavs, c'est ouais, est-ce que tes performances, ça tient pas grand-chose et c'est juste un ajustement? Sauf que là, l'ajustement, comme on voit, il est pas évident à faire et l'équipe, à la fois parce que le cibier les bloque et à la fois aussi parce que je pense que tu as raison, de voir que les deux équipes qui te faisaient potentiellement le plus peur ne seront pas dans la boucle l'année prochaine, te fait dire, bon, bah, finalement, peut-être que la finale, on peut la voir sans faire grand-chose, en tout cas sans changer grand-chose. Mais ouais, le problème de ce cycle-là, c'est que à un moment donné, si tu veux vraiment redescendre sous les aprons, va falloir arracher le sparadrap et j'ai peur que ce soit même pas Jarrett Allen qui suffise en fait à retomber en dessous. Et dans ce cas-là, comment tu fais? Alors que, comme tu disais, en fait, tu as des joueurs majeurs que tu viens de prolonger. Peut-être que tu peux réassainir l'effectif, tu vois, en te disant, bah, en fait, on construit autour d'Evan Mobley, par exemple, et Garland, ou Evan Mobley et Mitchell, et essayer de réoutiller autour. Mais c'est super dur à faire, je pense. Et ouais, la situation fait que tu es un peu bloqué, quoi. Ouais, en sachant en plus que dans 2 ans, bah, tu as un Donovan Mitchell qui est à nouveau sans contrat. Donc peut-être qu'il va dire: «Bah, moi j'en ai marre, je vais dans un gros marché comme tout le monde» et voilà. Maintenant c'est vrai que j'ai été très j'ai été plutôt négatif sur ces Cavs, mais je trouve qu'il y a quand même contrairement à des équipes, tu vois, je trouve que les Knicks, il y a pas tant d'upside que ça, par rapport aux joueurs actuels où en fait ils ont tous un peu 28-29 ans et donc du coup, Ouais. ils sont un peu à leur max. Les Cavs, tu as quand même Darius qui a que 25 ans, tu as Evan qui je trouve enfin moi en tout cas, je suis partie des gens qui pensent qu'on n'a pas encore vu le plafond et le niveau que peut atteindre Evan Mobley et je pense qu'il peut encore être meilleur. Donovan, il a que 27-28 ans, donc il a peut-être, tu vois, encore, 2-3 bonnes saisons, au niveau auquel, on l'a vu. Bon, tes role players, ils sont déjà un peu, enfin, ils ont 28-29 ans pour la plupart, mais notamment, tu vois, avec Evan Mobley, tu as peut-être encore un plafond que les Cavs peuvent aller chercher ou en tout cas un niveau plancher suffisamment haut qui fait que, bah, sur un run de playoff, si tu fais des bons ajustements quand même, même sans forcément bouger Jarrett Allen, si tu as les blessures en ta faveur, bah, au final, tu iras peut-être au bout, quoi. Tu iras peut-être au bout et il faut pas oublier aussi que Kenyan Kitson, il a pas non plus énormément d'expérience en playoff, donc là, il va apprendre. Tu as un effectif qui a quand même besoin d'apprendre mais on sait que les fenêtres sont courtes en NBA, donc si tu montres pas que tu peux faire des résultats pour moi, sur les 2 prochaines années, on va vite, je pense qu'il y a des mecs qui vont partir, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord en soi, la fenêtre est courte. Et en même temps, si je devais contrebalancer, je dirais que moi, quand même, ce qui ressort de cette campagne de playoff, c'est que la marge on va dire, entre les équipes qu'on pensait par exemple importantes, elle n'était pas tant que ça. Et je pense notamment au run du Thunder, où finalement tu vas 2 fois en 7 contre des équipes contre lesquelles on n'aurait pas imaginé qu'il y ait bataille. Et en soi, je trouve que les Cavs sont plus complets, en tout cas que l'été Denver, et peut-être plus talentueux que n'étaient les Pacers. C'est-à-dire que bah, tu as quand même ce 5 de départ, je trouve, qui est assez pléthorique. Et donc, je me dis, moi, depuis le début, ce que je me dis, c'est que en fait, les Cavs, c'était une très forte équipe cette année. Et même si, ok, ce tour contre les Pacers, il fait un peu flipper. En fait, peut-être que si tu arrives en forme, les écarts sont pas si énormes. Et du coup, je comprends l'idée de vouloir repartir avec cette équipe. D'autant que voilà, tu as réussi quand même à avoir à la fois euh, ce 5 de départ qui est quand même très costaud, mais c'est toujours ce problème d'ailier. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, tu as quand même une profondeur qui fait que ton effectif il fait finaliser, quoi. Et après, c'est à quel point, par contre, tu crois en ces gars-là, à quel point tu crois en Donovan Mitchell en tant que principale menace offensive, à quel point tu vois l'évolution d'Evan Mobley continuer à se faire de manière positive, parce que, bah voilà, effectivement, à l'inverse des Knicks, ou de Denver aujourd'hui, ou même des Wolves en soi, tu as quand même des jeunes qui poussent derrière qui te permettent d'imaginer qu'ils ont encore une marge de progression qui te fasse chercher ce que t'as pas, quoi. Donc, ouais, moi je suis pas si pessimiste que toi, mais aussi parce que je pense que je suis pas fan, donc je suis émotionnellement moins, moins touché Ouais, par les deux. mais après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'en fait, pour gagner, tu as pas besoin d'être parfait et même le Thunder qui pour le coup, bah, a ultra dominé en défense, bah, tu vois contre sur le playoff, on a vu quand même qu'il y avait des gros problèmes de spacing encore une fois, alors que ça s'était pas trop vu sur la régulière, que,
Et même en défense, où on a vu, même si tu avais une superbe défense, c'est sans doute la meilleure qu'on ait vue depuis un moment, bah, quand Ouais. tu as un effectif en face qui a avec un vrai jeu collectif, qui est capable d'exploiter certaines mismatchs, notamment, bah, de tes, guards, bah, on a vu que, le Thunder, ils ont galéré. Donc j'ai même envie de dire que quand tu regardes le run du Thunder, tu te dis, bah, même par rapport à une équipe ultra dominante sur la régulière où tu pensais que tu étais sans doute loin, bah, ils ont galéré face à 2 équipes qui avaient pas la même identité en plus, donc tu te dis: «Bah, nous aussi on peut être champion avec les défauts qu'on a». C'est-à-dire que même avec, Jarrett Allen, même avec cette raquette Mobley-Jarrett Allen où il y a quand même encore des interrogations sur le spacing, même avec un backcourt Donovan Mitchell ou avec et Darius Garland où tu sais qu'il y aura forcément des interrogations en défense à un moment en playoff, il y a pas besoin d'être parfait pour gagner. Les derniers champions, depuis les Warriors, on a vu quand même plein de défauts et en plus, tu vois, moi, sur les dernières années, j'ai eu du mal à anticiper certains champions parce que je me suis dit: «Ah, mais eux, ils ont un défaut rédhibitoire. Ah, mais eux, ils ont des franchise players qui sont pas ouf. Ah, mais eux, ils ont pas de profondeur» et au final, l'équipe, elle va quand même au bout. Donc il suffit pas d'être parfait pour gagner, quoi. Il suffit d'être, suffisamment bon et avoir un plancher suffisamment élevé et peut-être que les Cavs l'ont. Moi, je pense qu'il faut quand même encore un peu bouger, mais peut-être que, ouais, les Cavs l'ont, quoi. Bah, les Cavs non, et puis on l'a dit plusieurs fois, mais le fait que la conférence Est va être particulièrement dépeuplée, déjà qu'elle avait tendance à l'être l'année prochaine, fait que moi, un des éléments quand même qui je trouve a fait la bascule régulièrement ces dernières saisons en finale, c'est le côté fraîcheur physique, quoi. Et du coup, là aussi, tu as une opportunité d'arriver, alors que la conférence Ouest continue de se renforcer, face à un adversaire qui sera un peu plus émoussé que toi. Et comme tu n'as pas vraiment besoin d'avoir voilà, trouvé une formule qui est parfaitement équilibrée pour aller au bout, comme tu disais, bah, oui, je trouve ça cohérent, on va dire, pour le moment, le choix des Cavs. Je ne sais pas jusqu'à quand il le sera. Mais là, ils ont une opportunité, je trouve, d'arriver assez frais, au moins jusqu'au final de conf, quoi. Donc, Ouais, mais je pense qu'il y a quand même c'est un peu la dernière saison et la saison de la dernière chance avant de peut-être, faire des gros mouvements. Parce que, ouais. tu moi je trouvais que tu avais quand même des excuses finalement sur ces 3 derniers playoffs. Le premier où c'est face aux Knicks où c'était tes premiers playoffs. L'année dernière, il y avait énormément de blessures. Cette année, bah, tu as encore eu malheureusement des blessures. Mais l'année prochaine, si tu as pas les blessures, bah, ça va être un peu le jugement, dernier et on verra du coup ce que ça donne, quoi. Oui, et d'autant dans le contexte dont tu parlais, où la luxury tax ne va pas aller en s'améliorant. C'est-à-dire, plus tu passes de temps au-dessus, plus tu payes cher. Donc effectivement, autant on a vu des franchises comme les Warriors ou les Clippers s'en foutre pendant assez longtemps, autant c'est plus étonnant de la part des Cavs, ouais. Ouais, ah c'est vrai. Très bien. Est-ce que toi, il y a des choses que tu voudrais ajouter? Non, c'est bon, hein, je pense on a fait un bon petit tour sur les Cavs. OK, très bien. Bah, écoutez, merci à tous, de nous avoir suivis si vous êtes arrivés jusqu'ici. On se retrouve, bientôt avec de nouveaux épisodes et de nouvelles équipes notamment, qui ont bougé pendant l'intersaison. Donc, bah, écoutez, à bientôt et merci.